Rien ne va, c'est-à-dire que les amis, lorsqu'on essaie c'est-à-dire que de regarder la situation telle qu'économique sur le monde, lorsqu'on essaie un peu de voir comment le monde fonctionne, rien ne va. On ne sait plus à quel sens se vouer. Lorsque tu regardes la situation telle que voilà, socio-économique, socio-politique aux États-Unis, ça ne va pas. C'est la crise, c'est la récession, c'est l'inflation, c'est la vie chère. Lorsque tu descends du côté de l'Europe, en France, ça ne va pas. Crise politique, crise économique, inflation, crise sociale, injustice telle que sur la fiscalité, c'est le chômage. Les crises énergétiques, c'est les entreprises qui ferment. C'est les PME c'est les petites et les moyennes entreprises qui ont du mal à avoir des crédits, qui ont du mal à avoir la croissance. Et il n'y a plus de croissance. La France n'est pas productive, la France n'est pas compétitive. C'est un bilan, chaotique sur le plan tel que de déficit. Lorsqu'on se projette pour 2026, tu vois, le nouveau gouvernement tel que le connaît nous fait comprendre comme quoi il y aura encore 26 points d'impôts à pouvoir payer. Donc, pour pouvoir être un peu en équilibre, le gouvernement précédent de Bayrou voulait être 40 milliards d'euros. 40 milliards pour être en équilibre. Sur une dette de 3 500 milliards d'euros. Donc, les 40 milliards, où est-ce qu'on va les prendre? C'est ça le débat aujourd'hui. Les politiques sont en train de pondre des lois afin de pouvoir venir taxer de plus en plus les contribuables. Comme si on n'était pas déjà assez taxé comme ça. La France est le pays qui taxe le plus. Ce qui occasionne quoi? Les fuites de capitaux, les investisseurs qui sont frileux, qui ne veulent plus venir investir en France, les plus hautes fortunes qui s'exilent avec leur richesse, parce que la taxe, ils n'arrivent plus à supporter la taxe. Mais ceux qui subissent dans la taxe, c'est les classes moyennes. Donc c'est ce qui est en train de pousser la France. Si la France ne fait pas d'efforts, ben, elle va finir déjà en faillite. Et tu vois ce mot faillite, si ta mémoire est bonne, le gouvernement Sarkozy, en 2012, c'est François Fillon, autant pour moi, qui était Premier ministre. François Fillon disait déjà qu'il a hérité d'un gouvernement qui est en faillite. Quand il disait que c'est en faillite, en 2012, les gens disaient, c'est un gros mot. Mais la vérité est que cette faillite-là ne date pas de 2025. Ça date depuis plus de 50 ans. C'est pour ça que je dis ici que la France est en faillite. Avec toi, si tu restes, la France est en faillite. Si tu es malin, tu te dois de commencer à poser tes billes. Et depuis pratiquement 5 ans, je te le dis, je te donne des astuces, je te donne des techniques. Comment aller entreprendre. Comment entreprendre intelligemment tandis qu'en Afrique. Parce que moi, c'est ce côté quoi. J'ai décelé il y a un peu plus de 10 ans. Tu vois, moi, je te parle depuis 5 ans, mais il y a plus de 10 ans, j'ai compris ça. Il ne faut pas faire maths sup pour comprendre ça. Il ne faut pas faire l'ENA pour comprendre ça. Il ne faut pas faire Polytech pour le comprendre. Ça demande juste un peu du bon sens. De se questionner. Que mais toutes ces infrastructures, toutes ces infrastructures, toutes les dépenses que l'État fait, l'État finance avec quel argent? Lorsque tu vois qu'il n'y a pas des industries, qu'il n'y a pas de productivité, que c'est le chômage, et lorsque tu vois aujourd'hui que c'est la finance, c'est que tu m'as dit la finance qui contrôle le game, que les États n'ont plus le contrôle sur l'économie, c'est les marchés. Et quand on dit marché, c'est-à-dire que c'est les marchés financiers, c'est la bourse. Mais comment est-ce que l'État fait pour donc financer son fonctionnement? Le pays est obligé d'aller s'endetter. Donc, reste sur ce bout de cette vidéo, je vais devoir partager avec toi le déroulé des choses. Tu comprends ici que tu m'as dit, je t'apprends à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je sais que des vidéos comme ça, techniques, ne sont pas très nombreux. Je te rappelle aussi que la vidéo sera longue. Mais c'est un mal en bien. Tu te dois de comprendre ça.
D'art de comprendre, c'est comprendre dans quel monde nous fonctionnons. Comprendre ça afin de pouvoir bâtir ton présent et ton futur. Si tu ne veux pas être mangé dans la sauce. Comprends ça avant de vouloir peut-être aller entreprendre ou de vouloir aller investir. Je parle ici aux entrepreneurs. Parce que c'est ce mindset que tu dois avoir. C'est ce travail de fond que tu dois faire en amont. Comprendre comment l'économie fonctionne. Comprendre comment la finance, le marché financier fonctionne. Comprendre comment le business, l'entrepreneuriat, ça fonctionne. Comprendre le monde dans lequel tu es sur le plan géoéconomique, géostratégique, géopolitique. Comprendre les stratégies qui sont là. Comprendre maintenant le marketing. Comprendre le business proprement dit que tu veux faire. Et comprendre l'idéologie du business vers lequel tu vas. Oui, monsieur. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Non, mais je dirais que ce n'est pas assez. Parce que c'est tout ça qui fait de toi la personne que tu vas être. Et j'ai continué à te dire ici, développer ton être sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs, c'est-à-dire comme morales, sur le plan relationnel, sur le plan, je vais dire, de la santé, sur le plan financier. C'est ça qui fera de toi, c'est-à-dire quoi? Un bon entrepreneur ou un bon investisseur. C'est ça qui fera de toi, qui va faire en sorte que tu puisses avoir une vision sur le long terme et comprendre là où tu vas. Donc, avant toute chose, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Cyril Toko. Donc, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, en fait, de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin d'aller faire un business, surtout sur le secteur agricole, qui te rapporte des gros sous. Je viens te comprendre ici que on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est sur des grosses superficies. Ah, parce que tu as dit que je suis sur 100 hectares. Parce que 100 hectares, ça flatte ton ego. Mais on gagne de l'argent par rapport au choix de la culture, à la rentabilité de la culture à l'hectare, au rendement de la culture à l'hectare. Et on gagne de l'argent aussi par rapport, quoi, au modèle agricole. Parce que le système vers lequel nous sommes nous amène à plus de productivité. Tu produis des fois, c'est-à-dire que pour ne rien gagner. Mais ton coût de production est tellement énorme que tu ne contrôles rien. Tu n'es pas au contrôle de la vente. La vente est plutôt contrôlée par le système, comme je t'ai dit, le système financier. Parce que tout est spéculatif aujourd'hui. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu verras que tu seras seulement en train de travailler pour les autres. Donc, c'est ce que je viens partager ici avec toi. En toute humilité. Parce que moi, j'ai compris ça bien avant. J'ai compris le mal profond dans lequel les producteurs occidentaux se sont fait piéger. Je parle ici des agriculteurs. Je parle ici des petites et des moyennes entreprises. Je parle des artisans. Mais moi, je vais te remonter tel que le feedback. Pour te dire que je ne suis pas allé entreprendre, je veux dire, dans le coup de l'émotion. Je ne suis pas allé entreprendre par slogan. Je ne suis pas allé entreprendre parce que je voulais paraître. Je suis allé entreprendre parce que c'est un besoin nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépendre d'un seul salaire. Parce que c'est le chemin qui peut nous permettre comme ça à multiplier que notre argent, à créer la richesse de façon générationnelle, à être propriétaire. Ah, je cite le mot propriétaire. Note ça très bien. Donc voilà l'introduction que je fais. Donc je vais t'inviter ici pour cela, c'est-à-dire qu'à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous. Parce que mettre le pouce ici, ça permet à ce que plusieurs d'entre vous soient au courant. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas au courant. Dès qu'on commence à parler des thèmes techniques, finance, économie, fiscalité, agriculture, lorsqu'on commence à parler, tu vois, des thèmes techniques comme ça, on perd tout le monde. Dès qu'on dit bourse, on perd tout le monde. Dès qu'on dit action, on a déjà perdu la grosse majorité de la communauté. Mais pourtant, c'est là-bas que les choses se décident. La question, ce n'est pas d'être un expert, mais c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. D'être curieux. C'est cette curiosité que je te demande ici depuis 5 ans. Tu n'es pas, t'as dit que le métier que tu fais. Je ne sais pas le métier que tu fais, mais ça ne te définit pas.
tu peux ouvrir tes horizons, comprendre comment le monde fonctionne. Parce que si tu n'es pas là à comprendre comment le monde fonctionne, mais tu sais tout simplement le dédon de la face. Et tu sais, nous sommes dans un monde violent. Tu sais, l'économie telle qu'elle est froide. Les États aujourd'hui sont des monstres froids. On prend des décisions, on te broie. Donc si tu ne veux pas subir, être là à subir, aujourd'hui tu as l'opportunité de décider de là où tu vas aller, de faire le choix de ce qui est bien pour toi. Ne laisse donc personne décider à ta place. Ce ne sont pas les politiciens qui décident à ta place. Tu vois, d'ailleurs, dans quoi nous sommes. Ce n'est pas l'économie qui va décider à ta place. Mais c'est toi qui vas décider de la vie qui t'inspire, de la vie qui t'impacte. Et pour cela, tu sais que pour pouvoir faire le choix de décider de la vie qui t'inspire, il te faut de l'argent. Et cet argent-là, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Pour pouvoir décider de là où tu vas habiter, de là où tes enfants, dans quel type d'école tes enfants vont aller, quelle est la qualité de la santé que tu dois avoir, comment tu dois voyager. Tu vois, l'impact que tu vas avoir dans le monde, ça demande de l'argent. Et cet argent, aujourd'hui, se fait de plus en plus rare. Donc, c'est ce que je vais devoir partager ici. Donc, tu vois que si aujourd'hui nous sommes, quand je dis que la France est en train de s'effondrer, non, ce n'est pas une vue d'esprit, hein. C'est une réalité. Mais c'est une réalité que peut-être beaucoup d'entre nous sommes en train de minorer peut-être. Mais est-ce que tu peux aujourd'hui ignorer que le prix du loyer a augmenté? Le prix de ton loyer a augmenté? Si tu es locataire, ça a augmenté de combien? Ça s'est même peut-être multiplié par 2. Est-ce que tu peux ignorer aujourd'hui que ta facture d'électricité a augmenté? Est-ce que tu peux ignorer aujourd'hui que la facture de gaz, de l'eau, du chauffage a augmenté? Ben, c'est ça l'effondrement en fait. C'est ça qui crée l'inflation. Et qu'est-ce qui crée l'inflation? C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit effondrement, je pense que certains pensent que ils vont se lever un matin, les sirènes d'alarme vont commencer à siffler, un peu comme si on annonçait, c'est-à-dire quoi, une bombe. Oh, la France est en train de s'effondrer. Oh, la France s'effondre. Faites attention. Il y en a qui attendent encore ça. Non. L'effondrement, c'est-à-dire que, je vais dire, c'est de façon très, je dirais même, sournoise. L'effondrement, c'est-à-dire qu'elle est douce et lente, elle est silencieuse, l'effondrement. Mais tu ressens ça dans tes poches. L'effondrement a commencé même depuis les années 70, je vais te dire. C'est depuis 50 ans que l'économie était en train de s'effondrer. Et quand je parle de la France, c'est parce que voilà, c'est parce que je suis en France, et c'est parce que j'ai une grosse communauté. Les personnes qui me suivent sont beaucoup plus basées aussi en France. Il y en a qui sont basées aux États-Unis. C'est la même chose aux États-Unis. C'est la même chose ici chez nous en Afrique. Si je dis que la France va faire faillite, nos pays en Afrique ont même déjà fait faillite. La plupart de nos pays sont allés s'aligner, c'est-à-dire qu'à la Banque mondiale pour être alignés parmi les pays les plus endettés au monde. Vous pensez que c'est une fierté? Ce n'est pas une fierté. Donc si je parle d'effondrement de la France, il faut comprendre. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le soleil? Est-ce que la Grèce, en 2008-2009, la Grèce n'a pas connu une faillite monumentale? Pourtant, tel que la Grèce avait intégré tel que l'Union européenne. Pourtant, la Grèce, les agents d'annotation avaient donné le triple A à la Grèce, que la Grèce avait une très bonne économie et tout et tout. Mais il a fallu la crise de 2008 pour venir démanteler tout le poteau rose, que la Grèce était en faillite depuis des années. Il n'y avait pas une justice correcte. Il y avait la corruption. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont commencé à fermer. Les compagnies se sont délocalisées. Et la population de Grèce était incapable de pouvoir, c'est-à-dire, récupérer leur épargne. Ils étaient rationnés.
On donnait 60 € par jour. Est-ce que tu te rends compte? 60 € par jour. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il a fallu encore que c'est l'Union européenne, que c'est l'Europe qui mette encore les mains dans les poches pour venir au secours de la Grèce. Et c'est ce qui est en train d'arriver à plusieurs pays. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis d'Amérique. Oui. Donc tu comprends que quand tu es dans un environnement, tu dois comprendre comment l'économie fonctionne. Tu ne peux pas être là, tu vis. Tu vis là, il y a le confort, il y a le métro, il y a l'eau chaude, j'ai mon salaire. Non. Tu as ce salaire-là, est-ce que tu as lu un peu ta fiche de paye pour voir la part de charge qu'on te coupe pour pouvoir faire fonctionner, pour que l'État fasse fonctionner tout ça. Donc tu vas me dire, mais l'origine c'est où? Pourquoi est-ce que la France est arrivée à ce niveau? Pourquoi est-ce que nos pays en Afrique sont arrivés à ce stade-là? C'est pour ça que tu dois comprendre. Avant maintenant de dire que tu vas aller entreprendre, ou de dire maintenant que bon, tu attends tout de l'État. L'État est arrivé à bout de souffle. L'État français est arrivé à bout de souffle. Elle n'arrive plus qu'à se gérer elle-même. Tu vois? Donc les choses se sont passées et c'est pour ça que je fais exprès de relater des fois la réussite des pionniers, des personnes comme au XVIIIe siècle. Les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les JP Morgan, les frères Lumière, tu vois, voilà les pionniers du capitalisme. Comment le capitalisme a commencé. Donc tu vois que nous sommes dans une idéologie capitaliste qui encourage ici le profit. Le profit, c'est-à-dire quoi? Personnel, profit privé. Tu as certains sons de cloche là maintenant, aujourd'hui, où on te dit, ne possédez rien, ne soyez propriétaire de rien, et vous serez heureux. Est-ce que tu n'entends pas ça? Donc tu vois qu'il y a un courant de pensée, il y a des idéologies comme ça qui sont véhiculées. Ne soyez propriétaire de rien, et vous serez heureux. Alors que le droit à la propriété ici en France, c'est un droit qui est marqué sur le marbre de la Constitution française. Il y en a qui ont lutté pour ça. La loi de 1789, c'est marqué dans le marbre que le peuple doit être propriétaire de leurs biens. Accéder à la propriété, c'est avoir une maison. C'est un droit, c'est-à-dire qui est inscrit dans la Constitution. Ça entre, c'est-à-dire que dans les us et coutumes, c'est-à-dire que du peuple. Le peuple se sent aussi vivre. Parce qu'un bien, une maison, je veux dire, qu'une personne peut avoir, elle peut transmettre ça à ses enfants. Ça permet de marquer son passage ici sur Terre. Même ce droit-là, aujourd'hui, on est en train de nous retirer ça. À travers quoi? À travers une multitude de taxes. À travers les droits, même les droits à la succession. Tu payes ton bien, pour transmettre ce bien-là, tu dois encore payer à l'État. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Si tu es encore avec moi, je vais te relater pourquoi nous en sommes arrivés là. Et comment tu peux faire pour pouvoir aussi ne pas dépendre du système. Et ne pas afficher le système, parce que le système, c'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc tu vois, je t'ai dit dans les années 1800, il y a un système qui s'est mis en place. Rockefeller, c'est-à-dire que Rockefeller fait partie, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Comment est-ce qu'il a obtenu sa richesse? Tu vois, il a commencé comme... Il vient de famille très modeste, famille très très modeste, pauvre même je dirais. Il avait pour formation, c'est-à-dire quoi, comptable, c'est un comptable. Mais qui s'est enrichi comment? À travers, c'est-à-dire que le négoce, il allait travailler dans le négoce des semences. Il a créé aussi sa compagnie de sémencière. Et derrière, c'est que c'est diversifié, c'est que aller sur le pétrole. Dans les années 1800. C'est un chimiste qui s'essayait que tu vois sur le pétrole. Il a rejoint ce chimiste-là. Voilà comment il est tombé. Il a dit, le pétrole est né. Parce que les gens avant s'éclairaient aux États-Unis avec quoi? Avec la graisse de la baleine.
Il développe dans le pétrole, avec l'aide de ce chimiste-là, il arrive à séparer tel que la bouteille qui fait sortir le pétrole. Voilà comment tel que le pétrole prend la flamme. Qu'est-ce qui fait en sorte que le pétrole prend la flamme aussi? C'est la mécanisation. Découverte aussi du moteur, maintenant moteur thermique, par Henry Ford. Donc voilà comment le pétrole prend son ampleur. Et l'économie, telle que l'industrie, telle que ne joue qu'aujourd'hui par le pétrole, a commencé à jouer par le pétrole. Après, tel qu'à purifier sur les banques, tu as aussi tel que les Henry Ford, Andrew Carnegie, qui contrôlait l'acier, JP Morgan qui contrôlait les banques. Voilà les têtes pensantes de l'économie capitaliste. Tu vois, l'économie a tourné comme ça. Ils ont fait la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui ont créé, influencé les différentes lois que nous avons aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait en sorte que les riches puissent préserver leurs privilèges. Andrew Carnegie lui disait carrément de laisser les riches s'enrichir au maximum, afin qu'ils puissent avoir, tu vois, le ruissellement vers le bas. De ne pas mettre les taxes sur les riches. Et je pense que ce qu'il a dit il y a plus de 100 ans, ça n'a pas changé. On fait juste semblant que de mettre les lois, mais les riches, grosso modo, ne payent pas. Parce que ce qu'il demandait, les riches doivent plutôt créer, c'est-à-dire que les bibliothèques, financer les grandes universités, les grandes écoles, donner aux œuvres caritatives. Tu vois, c'est ça pour eux, c'est ça le ruissellement vers le bas. Et tu vois que c'est le chemin que les riches prennent en fait. Mais lorsqu'ils le font, c'est de l'argent qui est défiscalisé. Lorsqu'ils donnent aux orphelinats, ils créent des œuvres caritatives. Ils créent leurs fondations. Tous les millions ou les milliards qu'ils mettent dans leurs fondations, c'est défiscalisé. Ils ne payent pas de taxes dessus. C'est encore un système très technique pour s'enrichir encore de plus en plus. Mais ceux qui seront taxés, tu comprendras plus. Hein, à la suite de cette vidéo, que les personnes qui sont taxées, c'est la classe moyenne en fait. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Tu vois, depuis le XVIIIe siècle. C'est le canevas qu'on suit jusqu'à maintenant. Les choses n'ont pas changé. Parce que c'est les mêmes qui sont là, qui contrôlent leur game. Je te parle des fois ici d'industrie pétrolière. Tu as l'industrie de l'acier, tu as l'industrie de la métallurgie, tu as l'industrie pharmaceutique, tu as aujourd'hui l'industrie de la technologie, qui sont les GAFAM, Apple, Google, Amazon, tous ces Tesla. Tu as aujourd'hui, c'est la finance. C'est la finance qui contrôle. Et tu vois qu'il y a une nouvelle coqueluche qui arrive aussi, comme maintenant l'IA. Si tu n'as pas compris comment le game fonctionne, ben tu vas commencer tout ça à te balader. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la France soit en train de s'écrouler là maintenant? Dans les années 1950 jusqu'aux années 1970, mais c'était, tu entendais parler des 30 glorieuses. Là, tout allait bien. Avec le boom pétrolier, ils ont découvert l'acier, ils ont découvert le pétrole, l'industrie était coulée à flot, il y avait du boulot, ça travaillait à tout va. Même si tu dis que les ouvriers n'étaient pas bien payés, mais dans les années 70, tout allait très très bien. Mais c'est dans les années 71, 70, avec la globalisation. Parce que comme les ouvriers travaillaient bien, il y avait le plein emploi. Il fallait donc ces ouvriers aussi accèdent à la propriété, voient le ruissellement. Ils ont commencé à créer les lois environnementales, lois écologiques, lois le respect de ceci, les lois, les réglementations, les normes, la fiscalité. Ce qui est venu en 70, on crée la globalisation, donc mondialisation. Donc comme l'Europe et les États-Unis profitaient, que tu vois, des retombées industrielles. Ils ont voulu aussi, en créant globalisation, en disant que bon, il faudrait aussi que le reste du monde profite. Mais c'était toujours pour leur intérêt. Ils ont délocalisé donc toutes les usines en Asie pour continuer à aller chercher la compétitivité, aller gagner encore plus, aller chercher la main-d'œuvre moins chère, à bas coût, aller polluer. Parce qu'il ne fallait pas, il ne fallait plus polluer leur continent. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces industries-là, les industries pétrolières, chimiques, automobiles, l'agriculture, l'élevage, tout ça, ça pollue en fait. L'aéronautique, ça pollue. La métal, les mines, ça pollue. Donc, il fallait maintenant continuer à aller extraire. Quand je te parle aussi, fais le rapprochement avec l'Afrique.
Tu vois qu'en même temps, dans ces mêmes années-là, 50, 40, jusqu'à 60, où est-ce qu'ils vont chercher l'énergie? Pour pouvoir faire tourner l'industrie, il faut quoi? Il faut le pétrole pour la France. Il faut, t'as dit quoi? Il faut l'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires. Où est-ce qu'on va chercher? On va chercher en Afrique. Le bois, le latex pour faire tourner les usines comme Michelin. Ils vont chercher la matière première en Afrique. Le cacao, le café, tout ça en Afrique pour faire tourner les usines, pour donner le plein emploi. Et tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour appauvrir, c'est comme ça qu'on a fait pour appauvrir donc le continent africain. Pour appauvrir le continent africain. Et ici, eux, ils ont eu le plein emploi, la richesse. Donc, comme il fallait donc maintenant continuer à gagner plus, ils ont envoyé en Asie. Ce qui est encore venu tel que clouer les choses, c'est que l'Amérique, voyant ça, voulant toujours faire du profit, Nixon, c'est-à-dire que dans les années 71, de façon unilatérale, dit qu'il ne va plus que laisser le dollar, que le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Parce qu'avant, il faut comprendre que le dollar était arrimé à l'or. Donc, pour le montant d'argent, donc quand je dis le dollar, la monnaie était arrimée à l'or. Le montant d'argent que tu avais en circulation, il fallait que tu aies le même montant en banque, en réserve. Parce que l'or, c'est un métal qui ne fluctue pas, c'est une valeur telle que tu es sûr. Donc, c'est comme ça que les pays garantissaient telle que leur monnaie. La monnaie telle que ce qui garantissait la monnaie, c'était ta réserve d'or. L'Amérique, de façon unilatérale, dit non. Par l'intermédiaire du président Nixon. Parce que l'or, tu vois que c'est une valeur que tu ne peux pas avoir à l'infini. C'est une valeur qui est rare. Et l'or, tous les pays ne sont pas bénis de la même manière. Les sous-sols ne sont pas bénis de la même manière. Donc tu vois que c'est celui qui va posséder le plus d'or qui s'en fait riche. Quand Nixon voit ça, le président américain lui voit ça, il se dit non, c'est pas possible. Si on commence à aller dans ce sens, tu vois très vite que c'est sûrement les pays africains. Et il y a les sous-sols immensément riches qui seront, c'est-à-dire qu'on a riches si on suit cette logique-là. Et si c'est nous-mêmes qui exploitons dès que nous sous-sols, il refuse ça. Et dit que lui, le dollar ne va se reposer sur rien. Il va imprimer la planche à billets comme ça. Il va imprimer. De façon unilatérale. Et que le dollar, c'est la monnaie commerciale. Mais il le fait pourquoi? Il le fait parce que, tu vois, l'Europe soit affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Amérique qui accompagne l'Europe, qui soutient l'Europe. C'est l'Amérique qui a la force de frappe en ce moment, même militaire ou économique. Donc, il avait ce pouvoir-là de pouvoir dire non, c'est lui le gendarme du monde, c'est lui qui décide. Il a décidé ainsi. Ce qui est venu encore creuser, affaiblir l'Europe, ou même la France, dans les années 80, le choc pétrolier. N'oublie pas qu'il y a une crise de 1929, crise financière. Il y a eu le choc pétrolier. Le choc pétrolier est venu encore créer l'inflation. Donc l'inflation, c'est la vie chère. N'étant pas, les industries majoritairement étant délocalisées, la plupart des industries se sont délocalisées parce que quand il y a l'inflation, la vie chère, les petites et les moyennes entreprises n'ayant pas de moyens pour pouvoir supporter, financer leur production, ça a créé la délocalisation. Certains sont partis en Europe de l'Est, là où la main-d'œuvre est moins chère. Oui, c'est ça la compétitivité. Quand la monnaie est chère, quand il y a l'inflation, les banques n'accordent pas les crédits. Aussi, oui, ils accordent avec des taux d'intérêt élevés. Ça a encore créé le désert, tu vois, le désert sur le plan industriel. Le chômage a commencé. Voilà, tu vois, quand on te parle d'effondrement, l'effondrement, c'est quelque chose qui se fait lentement, mais sûrement. On ne viendra pas sonner les tempêtes ou la sirène. Oh, c'est en train de s'effondrer. C'est maintenant qu'il faut partir. Non, ça se fait tranquillement. Mais les États ou les gouvernements soutiennent ça à coup de crédit, à coup de dette, pour que
Ça ne s'effondre pas. Donc, tu vois que je suis en train de le cheminement de l'effondrement, tu vois, de l'économie telle que de la France et même de l'économie mondiale. 80, choc pétrolier. La France endette, on commence à s'enfoncer, on soutient, parce qu'il faut là-dedans, il faut continuer à soutenir le social. Il faut continuer à soutenir l'économie. Il faut soutenir la vie chère. Il faut aider ceux qui sont en difficulté. L'État s'endette. L'État perdant donc ses industries. Industries telles que des mines, industries de la métallurgie, de la sidérurgie, tous ces industries telles que du tissu, du textile. Tout ça, ça s'est délocalisé. C'est la main d'œuvre qu'on a perdue. Mais l'État doit soutenir ça sur le plan social. L'État prend l'argent où? On commence à s'endetter. Ce qui a encore cloué la France, c'est l'entrée à l'Union européenne dans les années 90. Dans les années 90, quand la France entre à l'Union européenne, ben, la France n'est plus que souveraine sur sa monnaie parce qu'avant, c'était le franc. La France dépendait de la banque centrale. Donc, elle pouvait décider d'émettre sa monnaie. Mais lorsque tu vas à l'Union, tu intègres l'Union européenne, la France dépend maintenant de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne s'en fout des états d'âme de la France. Elle gère l'Europe. Elle ne gère pas un pays. Donc maintenant, quand la France est en difficulté, elle est obligée d'aller emprunter, tu vois, à la Banque centrale. Et la Banque centrale, vu qu'on est en inflation, vu que l'économie, ça ne va pas, la Banque centrale, elle augmente les taux d'intérêt. Quand un pays comme la France voit que les taux d'intérêt sont élevés, qu'elle ne peut pas faire face, elle se retourne vers où? Elle se retourne maintenant vers les marchés financiers, la bourse, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les banques. Et toutes ces banques-là sont des banques, privées. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà comment le pays va s'endetter auprès des privés, en fait. Donc, ça veut dire que nous sommes là à enrichir ceux qui sont des riches. À qui appartiennent les banques? C'est aux personnes que je t'ai citées en amont, les JP Morgan, les Rockefeller, tous ces multimilliardaires qui contrôlent la finance. C'est les mêmes encore. Et c'est quoi le marché? C'est quoi la bourse? Tu vois que l'économie est aujourd'hui entre les mains telles que des marchés. Et le marché, c'est quoi? Tel que c'est de la spéculation. On spécule sur du vide. Donc, tu vois qu'on a détruit les valeurs réelles. Quand je te dis ici, industrie de la métallurgie, de la sidérurgie, du textile, les mines, les artisans, les PME, les petites et les moyennes entreprises, l'agriculture, agriculture paysanne, agriculture familiale, l'économie réelle a été détruite au profit de la finance. Donc, c'est la finance qui contrôle tout ça maintenant. Parce que lorsque l'État met les mains en l'air, c'est les investisseurs qui viennent tout acheter et ça se retrouve maintenant sur les marchés, ça devient maintenant des produits spéculatifs. Voilà comment les produits comme l'immobilier aujourd'hui, qui est un droit pour tous, est devenu un produit spéculatif. C'est rentré dans les bulles. Tu as vu que le pétrole était la première bulle qui a explosé. Maintenant, les autres bulles sont sur le plan technologique. Quand tu as ces GAFAM, là, les Google, les Apple, les Amazon, les Tesla, tous ces Samsung, tous ces trucs technologiques-là, c'est de grosses bulles aujourd'hui spéculatives. C'est en bourse. Microsoft, c'est coté en bourse. Qu'est-ce qui te donne la valeur de cette affaire-là? La valeur de ce repos sur rien, on gonfle les chiffres comme ça. C'est des choses qui sont aujourd'hui hyper valorisées. C'est des bulles où à chaque fois ça explose, ça bouscule l'économie. L'autre bulle qui est là aussi, c'est l'immobilier. Les banques ont fait aujourd'hui des produits comme l'immobilier, des trucs spéculatifs. Voilà encore un autre truc qui est l'IA. L'IA aussi, voilà encore une autre bulle qui est spéculative. C'est pour ça qu'à chaque fois, dès qu'on sort une loi, tu vois, il y a des secousses. Parce que c'est trop de spéculation. Donc, je continue dans mon analyse, mon développement.
Tu vois que lorsque la France entre à l'Union européenne, voilà comment c'est l'Union européenne qui décide pour sa place. Donc tu vois qu'elle s'est déjà, c'est-à-dire que appauvrie en perdant ses industries, elle s'appauvrit, elle perd sa souveraineté encore là maintenant parce qu'elle ne peut pas décider sur sa monnaie. Et pendant ce temps, il faut que son économie tourne. Il faut que la fonction publique tourne. Les fonctionnaires, l'éducation, la santé, l'armée, les infrastructures. Il faut que la recherche, tu vois. Et depuis que je te parle, tout ce que je décide là, c'est des choses qui sont en bain. L'éducation, le budget, ce n'est pas ça. La fonction publique, quand tu vas à la poste, tu vois, en termes de qualité de service, on paie en termes de qualité de service. Lorsque tu vas dans les écoles, en termes de qualité, on paie en termes de qualité. Lorsque tu vois, tu vois même la sécurité interne, on paye la police. Tu vois, l'insécurité, c'est partout. Tu vois que le peuple paye pour des services qui sont, de moins en moins fournis. De moins en moins fournis. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vois là maintenant, en 2008, crise financière, la crise est suprême. Occasionnée aux États-Unis. Par qui encore? Par la finance, les grosses banques que tu connais. Les grosses banques. Et qu'est-ce qui a occasionné ça encore? C'était encore une volonté politique, mais manipulée encore par la finance. Parce que c'est Bush fils qui dit lors de sa campagne que lorsqu'il sera élu, il va faire en sorte que tous les Américains soient propriétaires. Tu vois, je te parle encore ici de propriété. Tu vois, c'est un besoin, c'est-à-dire voilà, humain. Chaque personne qui vit aspire à être propriétaire. Tu vas avoir ton bout de ta maison avec ton bout de jardin où tu vas balader ton chien. Tu vas aussi dire que où tu es arrivé. Au lieu d'avoir ce que, comme ils ont entassé les gens sur les tours, les tours d'HLM. Donc ici, avoir ta maison et ton jardin, tu vois, c'est le saint graal du peuple en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, le peuple n'était pas propriétaire. À l'époque, c'est-à-dire de la monarchie, le peuple ne possédait rien. Tout appartenait au roi et au seigneur, et aux notables. Le peuple n'était pas propriétaire. Donc tu vois, quand ils vont lutter pour la révolution, où ils coupent la tête du roi, première chose qu'ils exigent dans la Constitution, le droit à la propriété. C'est marqué dans la Constitution que chacun doit être propriétaire. Mais est-ce que tu vois comment les choses se passent aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'avoir un crédit pour pouvoir avoir ta maison? Avec l'inflation aujourd'hui, pour pouvoir avoir un crédit même pour la maison, les banques ne t'accordent pas, c'est difficile. Dans la crise de 2008, crée dans les subprimes, crée dans la crise financière mondiale que tu as connue, où les États-Unis étaient en faillite. On a vu, il y avait plus de 19 millions de personnes, SDF, parce qu'on a accordé un crédit, on n'a pas vu la solvabilité, tenu compte de la solvabilité des personnes qui prenaient. Parce qu'il y avait une volonté politique pour être élu. Comme les politiques veulent être élus, ils créent des lois comme ça, fantaisistes, pour faire plaisir à l'électorat. Mais derrière, voilà ce que ça donne. Derrière, dont les financiers ont profité de ça. Ils n'ont pas fait leur boulot. Comme il se doit de vérifier la solvabilité des personnes qui vont bénéficier de ce crédit-là. Ils ont donné à tout le monde. Chacun qui venait, c'était open bar. Tu veux combien? 400 000 $, prends. 700 000 $, prends. Ils ne cherchent pas à savoir si tu travailles ou pas. Si tu avais déjà un crédit en cours ou pas. Mais derrière, le truc, c'est quoi? C'est que c'était des crédits, tu vois, à taux variable. Quand tu regardes la première fois, c'est 0%. Après, ça a commencé à monter 2%, 3%, 4%, 6%, jusqu'à 7%. Quand ça arrivait à un moment donné, les personnes ne pouvaient plus payer. Parce qu'ils n'avaient pas que ce crédit-là. Même les médecins se sont retrouvés SDF. Les ingénieurs se sont retrouvés SDF.
Mais les banquiers savaient très bien ce qui allait arriver. Les grosses banques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont masqué, c'est-à-dire que ces crédits-là. Eux, ils ont pris une assurance. Ils savaient que ça allait péter. Ils ont vendu ça aux assureurs. Ils ont fait venir que les agents d'annotation qui ont validé que c'est un bon produit. Voilà comment ils ont distribué ça partout. C'est pour ça que lorsque ça a éclaboussé, ça a touché, ça a impacté plusieurs pays. C'est encore la finance. Mais les politiciens dans tout ça, les politiciens n'avaient pas vu. Bush fils, lui, il a fait une belle opération de communication. Il a été élu. Le reste maintenant, c'est où? Et c'est le peuple américain encore qui trinque. Parce que ce truc-là, c'est la population mondiale. Ça a impacté même l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fallu? On a encore imprimé la planche à billets pour soutenir, pour couvrir ça. Parce que ces institutions-là savent quoi? Elles savent qu'elles sont tellement costaudes qu'on ne peut pas les laisser tomber. Les laisser tomber, c'est causer une crise mondiale. C'est le monde qui s'effondre. Donc, eux, ils savent ça, ils se sucrent. Les dirigeants ont eu quoi? Les grosses banques, eux, ils n'ont rien eu. Tout au contraire, ils ont même encore obtenu des primes, des bonus. Mais quels sont ceux qui ont payé le prix? C'est encore le peuple. C'est les contribuables. Et comment est-ce qu'on fait pour payer ça? Les États mettent augmentent les charges, mettent les taxes. Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Ça crée l'inflation. C'est le peuple qui trinque. Voilà 2008. Ça, c'est la crise de 2008. Tu vois qu'il n'y a pas que eu ça. Tu as eu encore là le Covid qui est arrivé. Le Covid qui a fait du mal. L'économie que c'est bloqué comme ça pendant 3 ans. Mais la France a fait quoi? La France est encore allée emprunter pour soutenir son économie, pour soutenir les petites et les moyennes entreprises, pour soutenir les ménages. C'est de la dette encore. Tu as la crise Ukraine-Russie. Pareil encore. Qui est venue, cette fois-ci donc, paralyser tout. Parce que si l'Europe est aujourd'hui paralysée, c'est par rapport aussi aux tensions géopolitiques, géoéconomiques. Ukraine-Russie, c'est là où on découvre que c'est l'Ukraine et la Russie, le grenier du monde en fait. Que ce sont eux qui fournissent en termes de matières premières quasiment, c'est-à-dire que la moitié du monde. Que ce soit en termes de pétrole, de gaz, de céréales, d'engrais. Mais on s'est rendu compte que ce sont ces deux pays, et surtout la Russie. Quand la Russie a dit que la Russie ferme ses vannes, l'Europe s'est sentie paralysée. Les industries ont encore fermé. Parce que quand tu n'as pas le gaz, tu n'as pas le pétrole, pour les agriculteurs, tu n'as pas l'engrais, même le coût de l'électricité, tu fais comment pour monter, tu fais comment pour tourner? Voilà comment beaucoup d'industries, beaucoup de petites et moyennes entreprises ont fermé leur business. Et quand ça ferme comme ça crée encore le chômage. Ça pèse encore sur le social, c'est-à-dire que du pays. Ils sont encore allés, c'est-à-dire que prendre la planche à billets pour soutenir tous ces efforts-là. L'Allemagne aujourd'hui est en train de friser, c'est-à-dire quoi? Aussi, c'est la faillite. Les industries sont en train de fermer massivement par rapport à la crise énergétique. C'est pour ça que tu m'entends, je te dis toujours à chaque fois, crise énergétique, crise environnementale, que sans énergie, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je vous interpelle comme si nous, en Afrique, nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, on ne peut pas prétendre aller faire des industries. Lorsqu'on vient vous dire ici que, alors, si nous ne sommes pas développés, ça passe, on travaille avec la houe. On ne peut pas te dire, il nous faut la mécanisation, il nous faut les tracteurs, on doit... Est-ce que tu comprends que on peut te donner tout ça si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique? Beaucoup d'entreprises ont fermé, c'est des entreprises qui étaient prospères. Mais tout simplement parce que la facture de l'énergie s'est multipliée par 3 ou par 4. Elles ont fermé boutique. C'est pour ça qu'il faut être stratège. C'est pour ça que je parle ici aux visionnaires. Tu comprends que moi, je ne suis pas allé entreprendre comme un bleu. C'est parce que je comprends comment le monde économique fonctionne. Je comprends comment la finance fonctionne. Je t'ai dit, je suis avec eux. Je suis à plus de 450
convention d'entreprise. Donc, en termes de stratégie, il n'y a pas mon 1. Je serais en train de conseiller aujourd'hui les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, même les États. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne porte le nom de visionnaire. Donc, on ne va pas entreprendre. Je parle ici encore aux entrepreneurs. Je ne parle pas aux commerçants. Donc, lorsque tu vas aller entreprendre, mon conseil ici, ne va pas entreprendre lorsque tu es dos au mur. C'est pour ça que depuis 5 ans, je te prépare à ça. Et tu vois que chaque chose que je te dis, ça se vérifie. On ne va pas entreprendre quand on a faim. J'ai coutume à vous dire, mais des fois, vous pensez que c'est une façon, c'est-à-dire voilà, de te mépriser. Non, ce n'est pas du mépris, je ne te connais pas. Je n'ai aucun intérêt à te mépriser, mais c'est plutôt un conseil. Lorsque tu n'arrives pas à payer ton loyer, lorsque tu n'arrives pas à jouer les deux bouts, le conseil ici à te donner, c'est plutôt d'aller chercher un emploi, d'aller chercher une activité rémunératrice, d'aller peut-être faire le commerce. Là, oui, je te conseille ça. Mais lorsque tu vas entreprendre, ou lorsque tu veux investir, ça te demande d'être heureux, d'être serein, d'avoir la tranquillité d'esprit tel que sur le plan financier. Parce que oui, ça demande de l'argent. Tout ce que je partage ici avec toi, je ne suis pas né avec. C'est des choses que j'ai apprises. Lorsque j'ai décidé d'aller entreprendre, je ne suis pas parti en disant que non, c'est pour pouvoir payer mon loyer. Non. C'est parce que j'ai compris que aller entreprendre, ça comporte les risques. Ça comporte les risques. Donc, pour minimiser le risque, parce qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut qu'on te dise ça. Ceux qui sont là faire les slogans, comment gagner 10 milliards, comment gagner 20 milliards, on ne te parle pas de risques. Tu vois comment je te parle avec des risques. Je te donne toutes les contingences. Maintenant, à toi, tu as dit que de savoir. Tu comprends que quand je te dis ça, toi-même, tu es réfractaire. Parce que tu comprends que peut-être à ce moment, tu n'es même pas préparé, tu n'as pas d'argent. Mais je te fais comprendre ici que c'est avec stratégie qu'on va entreprendre. Et on ne va pas entreprendre aussi parce qu'on a des milliards. Mais on pose les jalons. On commence d'abord à emmagasiner la connaissance, le savoir-faire, le savoir-faire. On étudie les avantages et les risques. On se jauge soi-même. Quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles? De comprendre ici que tu n'es pas, c'est-à-dire que le métier que tu fais, donc tu vas te former. Tu vas auprès des personnes qui ont la compétence. Et tel que je vais t'expliquer, tu comprends donc que tu ne peux pas, dans notre univers, aller entreprendre avec le modèle occidental. Parce que ici, tout est normé. Tu comprends, donc, ce qui est en train de nous miner aujourd'hui, c'est qu'il y a l'excès de normes, trop de réglementation, trop de taxes. Tu vois, maintenant que nous dépendons de l'Union européenne, l'Union européenne a énormément de réglementation. Et quand tu es en France aussi, la France aussi a sa réglementation. Donc, tu te dois de composer, tu te composes avec ça. Et les normes européennes et les normes françaises. Et quand on te parle de ça, c'est les coûts. Hein. C'est les coûts qui viennent peser que sur ton bénéfice au final. Quand tu ne respectes pas ça, c'est les sanctions. Donc, quand tu ne sais donc pas ça, et que toi, tu veux aller épouser ce modèle qui est en train de couler les entrepreneurs et les investisseurs, tu vas aller reproduire le même chemin en Afrique. Je me dis, mais en termes de stratégie, est-ce qu'on est stratège? En même temps, on attaque une idéologie kémite ou panafricaine. Je demande donc, quelle est l'idéologie kémite que nous avons? Si on vient copier la même idéologie qui est ici, a dit, vous ne possédez rien. Ne soyez propriétaire de rien. Et vous serez heureux. Moi, je regarde ça, je rigole. C'est vers là que vous voulez aller. Et c'est nous-mêmes qui sommes encore en train de pointer du doigt que la faute, ce sont eux. La faute, c'est-à-dire que c'est les Américains. La faute, c'est les Occidentaux. La faute, c'est ceci. La faute, c'est les Libanais. Et vous venez reproduire la même chose. Moi, je me demande si à un moment on réfléchit. Et je pose la question, vous pensez que dans ce système-là, où on nous a mis quoi, que c'est l'école, que c'est le salariat, est-ce qu'on peut donc s'en sortir? Voilà donc comment l'État français, aujourd'hui, étant incapable de créer, de produire, se contentent donc à nous presser comme du citron.
à nous presser, nos salaires, on prend tout. Le business que tu as créé, on met la fiscalité. L'immobilier, la maison que tu as achetée, on met les normes. Normes, tu vois, et c'est l'Union européenne qui va créer les normes maintenant. Au nom, t'as dit que de l'environnement, au nom de l'écologie, on met les normes sur la maison que tu as achetée. Comme quoi, ah, la maison, c'est une maison qui est passoire. Il faut les normes environnementales. Il faut l'isolation thermique, isolation phonique, isolation ceci. Et c'est des normes qui sont coûteuses. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir encore à un système qui est là avec une idéologie. Ils ont créé une technique, un appareil pouvant mesurer, voilà, à tort ou à raison, la température. Mais il faut que ce business fonctionne. On met des charges pour faire plaisir aux amis. Et l'Union européenne va créer des normes. Et c'est comme ça qu'on viendra encore imposer ça aux contribuables. Toi, tu as acheté ta maison et à chaque fois, on ne fait que te taper les normes. Tu as la fiscalité, taxe foncière, taxe d'habitation. On te bombarde ça et ça ne fait que croître année après année. Tu as la juridiction qui est là, même ta propre maison. Tu n'es même pas propriétaire de ça parce que malheur à toi si un squatteur vient dedans. Un squatteur peut arriver, il s'accapare même ta maison. Le temps de le sortir, la procédure peut même durer même 5 ans. Et tu n'as pas le droit de le sortir n'importe comment. C'est toi qui risques d'être hors la loi. Alors, dans tout ça, on peut se poser la question que le droit à la propriété qui est marqué dans la Constitution, en noir et blanc, estampillé sur le marbre, depuis 1789, est-ce que le peuple a encore tel que ce droit à la propriété? Donc, tu vois qu'on est même en train d'attaquer nos droits les plus élémentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est comme ça que tu comprends l'effondrement. L'effondrement, ce n'est pas la sirène des pompiers ou la sirène qui viendra t'annoncer que, oh, voilà, ça, l'effondrement, voilà, un tsunami, il faut fuir. Non. C'est quelque chose, tu vois, je suis en train de te relater depuis les années 70. C'est en train de s'effriter. Mais on colmate ça à coup de planche à billets, à coup de crédit. Donc, tu comprends que ce crédit-là, c'est nous qui allons payer. Et si on ne paye pas, ce sont nos enfants qui vont payer. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ton argent que tu es en train de... Ton salaire est hyper taxé. L'argent que tu mets en banque pour l'épargne, que pour l'école de tes enfants, pour ta retraite, c'est encore taxé. Le livret A, l'assurance vie, c'est doublement taxé. Face à des situations comme ça, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Où est-ce que tu pourras donc mettre ton argent en sécurité pour que ça se multiplie? Où tu pourras te sentir propriétaire, appartenir à ta chose. Donc, quand je dis ici que la France va être en faillite, si tu restes, l'idée ici n'est pas de te dire de fuir physiquement. L'idée ici n'est pas de te dire il ne faut pas aimer la France, non. La France, c'est un magnifique pays. Mais c'est le système dans lequel nous sommes qui est en train de partir en cacahuète. Aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle le système. Les marchés sont aujourd'hui en bourse. Décorer la réalité. Quand on te parle de la crypto-monnaie, les cryptos, la crypto se repose sur quoi? Sur du virtuel. On te parle aujourd'hui de l'IA. L'IA se repose sur quoi? Voilà encore des bulles spéculatives. On parle des produits tech. Nvidia, on te dit qu'en une journée, ils ont perdu 5 000 milliards. Tu penses que ces 5 000 milliards qui sont en banque, c'est de l'argent virtuel, c'est de la spéculation. Donc, il faut à un moment donné que ça s'arrête, qu'on revienne sur les fondamentaux. Donc, là où tu dois peut-être mettre ton argent, ce serait peut-être hors de la France. Tu peux être physiquement ici, c'est ce que je t'ai dit depuis. Tu vas entreprendre en Afrique. Tu vas entreprendre partout dans le monde, là où, tu vois, la fiscalité est encore moindre. Là où on accepte encore, et tout est fait en Afrique. Tu vas en Afrique. C'est pour ça que je te demande, je partage ici avec toi des modèles d'agriculture. On se doit d'aller faire une agriculture agro-silvopastorale. Où sur le même espace, tu as les cultures, tu as les arbres, tu as les animaux. C'est comme ça que l'agriculture a tout fonctionné. Avant que le système capitaliste ne vienne détruire le modèle,
Tu vois que ce modèle capitaliste du productivisme, ça ne profite qu'à des personnes, ça ne profite qu'à la finance. Ils sont venus enlever l'outil qui permettait aux paysans, aux familles, de travailler de génération en génération au nom du profit, au nom du capitalisme. Et eux, ils sont venus faire quoi? De la spéculation. L'agriculture qui est faite aujourd'hui, elle ne permet pas de nourrir les hommes. Elle permet de capitaliser, d'aller faire des produits de synthèse, aller faire l'éthanol, le pétrole, le sucre, là où il y a de l'argent, aller plutôt produire les aliments pour animaux. Les céréales ne sont pas aujourd'hui produites ici en Occident pour l'alimentation humaine. La grosse partie, c'est pour nourrir les bêtes. Si tu n'as pas compris ça, je suis venu te faire comprendre ça. Et c'est ce que je te fais comprendre depuis, au calme. Que ici, ils ne gagnent pas par rapport, je vais dire, à la culture qu'ils produisent. Ceux qui produisent les céréales sont malheureux. Ceux qui font l'agriculture ici, l'élevage ici sont malheureux. Ils gagnent parce que l'Union européenne, au travers de la PAC, qui est la politique agricole commune, on leur verse des subventions par rapport au nombre d'hectares. Oui, cette politique-là ne subventionne que par rapport au nombre d'hectares. Donc tu vois que si tu veux bénéficier de la subvention de l'Union européenne, tu te dois d'avoir une grosse superficie. C'est pour ça que ça pousse les gens à aller de plus en plus chercher dans les superficies. Mais quand tu vas de plus en plus chercher dans les superficies, ça demande que tu dépenses encore de plus en plus dans la mécanisation. Aujourd'hui, la mécanisation, ça a un coût. Présentement, nous sommes en pleine inflation. Un tracteur qui coûte 100 000 euros, avec l'inflation, ça peut aller à 125 000 euros. Toi, en Afrique, un tracteur qui va coûter 100 millions, 100 millions, il faudrait les avoir. Avec l'inflation, ça va coûter 150 millions, dépendamment des chevaux. Donc, tu vois que quand il y a l'inflation, le prix, des fois, multiplie par 2. Est-ce que nous, on peut suivre? Donc, voilà comment ils ont fait. Et tu vois que c'est un système qui fait gagner, qui fait en sorte que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Industrie de la chimie, industrie du pétrole, l'industrie des finances, des banques, l'industrie de chimie, l'industrie de la semence, les sociétés de réglementation, ceux qui produisent les services, ce sont eux qui gagnent en fait. Toi qui produis, tu ne gagnes pas. Les céréaliers ici et les éleveurs ne gagnent rien. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont au contrôle des business, ceux qui font de la boriculture, ceux qui sont sur les petites surfaces, qui font des micro-fermes. Les micro-fermes. Est-ce que tu sais que sur une ferme d'un hectare, lorsque tu vas faire du maraîchage, de la micro-ferme, avec un modèle d'agroécologie, de permaculture, sur un hectare, tu peux gagner facilement 800 à 1 million d'euros. Parce que sur un hectare, l'intérêt ici de l'agriculture, ce n'est pas de faire la monoculture, c'est de diversifier les cultures. Sur un hectare, tu peux mettre 200 légumes avec peut-être 400 variétés. Sur un hectare, tu peux mettre 200 légumes de 400 variétés. Mais ça demande que tu aies de la connaissance. Ça demande que tu te formes. Est-ce que tu savais ça? Sur un hectare. Et c'est ce que les gens gagnent ici. Sur un hectare, ils gagnent plus que ceux qui sont sur plus de 100. C'est des techniques. Et c'est des techniques, quand tu vas regarder, ce ne sont pas des inventions de ouf. On imite tout simplement la nature. On revient seulement au modèle classique de nos ancêtres, où il ne faut pas perturber la terre, où il faut travailler, il faut travailler de moins en moins. Il ne faut même pas utiliser les produits chimiques. Parce qu'en utilisant les produits chimiques, avec l'inflation, un sac d'engrais, ça coûte combien? 40 000. Si à inflation, on multiplie par 2, c'est 80 000. Si on te dit que sur un hectare, il faut 6 sacs, tu fais combien? Si tu es sur 200 hectares, ça devient combien? Et il n'y a pas que l'engrais. Il te faut les produits fongiques. Il te faut les insecticides. Il te faut les raticides. Il te faut les nématicides. Et il n'y a pas que ça. Il te faut un système d'irrigation. Si tu es sur un tracteur, il faut le pétrole. Le coût du pétrole, c'est quoi aujourd'hui? S'il y a inflation, c'est multiplié par 3. Si on te dit sur un hectare, il faut 15 litres pour labourer un hectare. Si tu as 200, 300 hectares, tu fais comment? Ça se pense tout ça, les amis. Ça se pense.
Une fois que tu as dépensé comme ça, comment tu fixes ton prix de vente? Est-ce que c'est toi qui fixes le prix de vente? Ce n'est pas toi qui fixes le prix de vente. C'est les marchés, c'est la bourse, c'est les intermédiaires qui viendront prendre. C'est pour ça que le producteur tel que devient le dindon de la farce. Dites-moi si je me trompe. Plusieurs ne sont pas allés. Comment produire tel que la tomate ait gagné 10 milliards? Ils sont allés, ils ont vu, non? Comment produire le maïs? Comment produire le machin? Ils ont vu, non? Toi, tu vas aller produire tel que le maïs en Afrique sur 2 hectares, sur 3 hectares, tu vas voir quoi? Même si tu vas sur 500 hectares, tant que tu n'as pas le contrôle dessus. Oui, je le dis. Parce que tel qu'il y en a marre. J'ai dit qu'on ne fait pas l'agriculture par slogan. L'agriculture ne se fait pas par slogan. C'est une science, ça s'apprend. On doit se former, on doit se cultiver. Et je répète encore, ce ne sont pas les algorithmes YouTube qui feront de nous les grands agriculteurs ou les grands entrepreneurs. L'agriculture n'est pas le commerce, c'est une science. Et on ne vient pas entreprendre parce qu'on a faim. Oui, là-dessus, ça va demander les moyens. Mais entre mettre une ferme, une mini-ferme, intégrée, avec une somme de 60 000 à 100 000 euros, parce que là-dessus, tu vas construire ta base vie quand tu as construit la maison. Et aller faire une ferme qui va te demander 1 million d'euros. Une ferme, c'est-à-dire que de 2 ou 3 hectares, où tu peux gagner 1 million d'euros et dépenser 100 000 euros parce que tu vas construire ta base vie. C'est-à-dire que ça se pense tout ça, comme je vous ai fait des vidéos, où derrière, tu vas générer 1 million d'euros. Et aller plutôt prendre une ferme de 200, 300 hectares, où tu vas dépenser plus d'1 million d'euros et ne même pas gagner 50 000 euros tous les mois. Et je parle de 50 000 euros ici en Occident parce que c'est la PAC qui va te donner la subvention. Beaucoup tournent ici à perte. S'il n'y avait pas les aides là, venant de l'Union européenne, beaucoup auraient déjà déposé bilan. Vous comprenez? Vous dites que chaque année ou chaque jour, c'est des dépôts de bilan. C'est des dépôts de bilan. Pourtant, on peut produire aujourd'hui de façon saine, sans détruire l'environnement, des aliments de qualité, en respectant le sol, en respectant la biodiversité, en respectant la qualité des eaux, en produisant massivement sur les petites superficies. La nature nous le montre. Je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait des expériences. Il suffit de marcher, observer la nature. Comment t'as dit que nos forêts se comportent? Est-ce que dans nos forêts, il y a quelqu'un qui vient verser le NPK, qui vient verser l'engrais, les fongicides? Mais les arbres sont luxuriantes. Dans la forêt, il n'y a pas qu'une seule variété d'arbres. Il y a plusieurs variétés d'arbres et d'arbres fruitiers. Il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a des lianes qui montent, il y a des légumineuses qui rampent. Mais il suffit juste d'imiter la nature, les gars. Il suffit uniquement d'imiter la nature. La mécanisation est arrivée, oui, pour pouvoir, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on disait qu'il faut produire plus. Non. Mais il y avait des raisons économiques derrière, il y avait une idéologie. Il fallait plutôt faire tourner le business américain. Et la mécanisation vient parce que il fallait abattre les arbres. On abat les arbres parce qu'il faut faire fonctionner les tracteurs. C'est tout simplement ça. Mais je vous ai dit qu'on ne produit pas plus parce qu'on est sur une grande surface. La production aussi, c'est par rapport au mètre carré. La production, c'est au mètre carré. Au mètre carré, je récolte combien de cultures? Au mètre carré, je peux récolter le manioc, le macabo, le taro, la tomate, l'igname. J'ai un arbre fruitier qui est même là que le mandarine ou pamplemousse. La patate douce. Je peux récolter ça au mètre carré. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est comme ça qu'on calcule la productivité. Et si on produisait comme ça, on serait en train de nourrir le monde. Et ceux qui sont en train de produire s'enrichiraient. Mais c'est parce qu'on veut faire fonctionner un système, la mécanisation, le pétrole, les engrais, les produits chimiques. Si tu ne comprends pas ça, la nature nous a déjà tout donné ça. L'engrais de synthèse, le NPK, l'azote que tu vas verser. Mais j'ai des personnes qui ont fait la chimie, sinon, la chimie et la physique.
L'air est composé de quoi? Marquez-moi dans les commentaires. L'air est composé de quoi? Quels sont les éléments chimiques que nous avons dans l'air? On a de l'azote dans l'air. Et les plantes sont capables de fixer cet azote-là et redistribuer son sol, restituer son sol. Il suffit maintenant tout ça de comprendre, de connaître quelles sont ces plantes. C'est de la biologie. Tu apprends auprès de ceux qui connaissent. Tu vas auprès de ceux qui font la science de la plante, on te donne les propriétés et les caractéristiques de chaque plante. Il y a des plantes qui restituent avec je veux dire, de la potasse, dont la plante sécrète et le sol a plutôt besoin de plus de carbone. Le carbone, on l'a dit que c'est les matières sèches, c'est les branches d'arbres qui tombent, c'est les feuilles qui tombent. Tu laisses pourrir, c'est les racines, tu laisses pourrir. Et nourrit maintenant, cette fois-ci, la microfaune et la macrofaune. La microfaune et la macrofaune, c'est quoi? C'est les vers de terre, c'est les escarabées, c'est les scoramboles, c'est les mille pattes, c'est les fourmis, c'est tous ces bêtes qu'on ne voit même pas à l'œil nu, qui font le travail des laboureurs. Tu ne dois pas perturber ton sol. Le sol ne doit pas être perturbé, le sol ne doit pas être nu. Or qu'ici en Occident, on laboure, on dégage les sols, le soleil tape sur les sols, ça compacte les sols, les tracteurs viennent compacter les sols. Lorsque tu viens labourer, il faut encore retourner, casser les agrégats. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant mettre de plus en plus de produits chimiques. C'est pour ça qu'il faut arroser abondamment. Parce que lorsque tu ne perturbes pas ton sol et que tu apportes de la matière organique, qui sont les fientes de poules, les bousses de vache, les lisiers de porc, toutes ces déjections-là, tu amènes ton sol avec. Tu laisses le carbone, les feuilles, les résidus de tes plantes, des légumineuses. Tu laisses le sol, tu laisses ça se décomposer au sol, tu laisses que la microfaune et la macrofaune se nourrissent. Tu es pépère. Tu ne dépenses rien, mon gars. Et tu vois que lorsqu'on dit inflation, tu n'as pas de problème, mon gars. L'inflation, ce n'est pas pour toi parce que tu n'achètes pas engrais, pesticides, nématicides, fongicides. Parce que lorsque tu as une diversité de cultures comme ça, les plantes ont de ceci qu'elles savent se protéger entre elles. Certaines plantes sont des répulsifs. Pour certains, c'est-à-dire que voilà, ravageurs. Et comprendre que dans la nature, les insectes que tu vois, il y a des ravageurs, il y a des auxiliaires. Et elles savent se combattre entre elles. Après, tu laisses la nature faire, mon gars. Oh, tu laisses la nature faire. Or que maintenant, aujourd'hui, il faut pomper insecticides, fongicides. Et il faut comprendre que plus tu pompes, plus ces insectes-là développent, c'est-à-dire que des systèmes de protection, ça se multiplie seulement encore. Et quand tu pompes, là-dedans, tu tues les ravageurs et tu tues les auxiliaires, tu tues même les bons insectes qui doivent faire le travail. C'est pour ça qu'on a des sols morts. Oh, tout. Il y en a qui vont entreprendre par slogan. Hein. Je vais faire l'agriculture, mon agriculture est moderne. Mais les gens sont en train de revenir sur l'agriculture que vous appelez archaïque. Lorsqu'on travaille avec la houe, tu sais, on perturbe moins le sol. Tu sais, pour que ta plante s'épanouisse, la plante a besoin de 10 cm. 10 cm de matière, d'humus. 10 cm. Tu vois que, va faire l'étude de sol, tu verras que c'est 10 cm. Donc, lorsque tu viens avec le tracteur retourner ça, tu détruis. Tu détruis ça. Lorsqu'il pleut, il y a quoi? Il y a érosion. C'est pour ça que tu vois, les sols sont érodés. Ici, en Occident, les sols sont érodés. Il y a le lessivage, ça lessive l'humus. Ça balaie tout. Et un sol qui est chargé d'engrais chimiques, ça va dans les coups d'eau, ça va dans la nappe phréatique. Mais lorsque tu appliques le système où tu ne perturbes pas le sol, avec la houe ne va pas à plus de 10 cm. Tu vois, ça ne détruit pas, ça ne casse pas les agrégats. Ça ne détruit pas les mycéliums qui sont au sol. Tu travailles proprement, tu n'agresses pas. C'est pour ça qu'on peut se targuer de dire les sols africains sont riches, on a de la terre agraire, Tu as de la terre agraire pourquoi? Parce que tes ancêtres n'ont pas perturbé le sol. Parce que tes ancêtres n'ont pas abattu les arbres. Parce que tes ancêtres obéissaient encore, vénéraient, respectaient que les arbres. Parce que tes ancêtres t'ont légué une terre. Toi, tu vas venir au nom du modernisme, au nom de dire que tu veux la facilité, tu vas être le tracteur. Tu viens détruire. Et au finish,
C'est comme ça que on crée dans les peuples qui vont mourir de faim. On crée le désert. Et après, on serait ceux qui vont lever la main au ciel. On veut les sacs de riz, les sacs de blé, les sacs de soja, les sacs de tournesol venus de l'Occident. Et c'est comme ça qu'on nous tient avec ça. Comme ça que ceux qui sont là à produire, on veut l'uranium contre le blé. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu nos dirigeants aller supplier le blé. Ce n'est pas le monde à l'envers. C'est comme ça qu'on vient détruire notre façon de produire et notre façon de consommer. On devient maintenant dépendant. On voit ce qu'on a vu là. Nos dirigeants sont allés en Russie demander le blé. Un blé qu'on ne produit pas. C'est pour ça que je suis venu vous dire, allons produire massivement le manioc, le plantain, l'igname, le macabo, le taro, les pommes de terre, le sorgho, le mil, le panier à huile, le poivre, le njansan, le bitakola, les graines de couille, l'arachide. C'est la base de notre alimentation. En produisant ça, nous sommes autonomes, nous sommes au contrôle. Parce qu'il faut comprendre que c'est celui qui te nourrit, c'est lui qui te contrôle. Et que la guerre qui est là, c'est la guerre sur les semences. Et que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est des compagnies privées aujourd'hui qui ont la paternité de plus de 80% des semences mondiales. Et dans un monde de rapport de force et un monde idéologique où on vous fait comprendre que ne possédez rien, ne soyez propriétaire de rien, vous serez heureux. Vous n'êtes pas en train de voir les différentes crises géopolitiques. Vous ne voyez pas la tension entre les États-Unis et la Chine. Vous ne voyez pas les guerres idéologiques, les guerres de suprématie. Vous n'êtes pas en train de voir. Les États-Unis disent, mais nous sommes les numéro 1 sur le plan technique de la technologie. La Chine dit non, nous. Mais on ne vous donne pas, au travers de notre société Nvidia, nous produisons les puces électroniques. On ne vous donne pas les puces électroniques. La Chine aussi dit oui. C'est comme ça. Je ne vous donne pas aussi mes terres rares. Je suis premier en matière de terres rares. J'ai aussi cette technologie-là. Je ne vais pas vous fournir en ceci. C'est la guerre des égaux, mon gars. Et dans ça, quels sont ceux qui en pâtissent? C'est nous. Parce que quand la Chine met 40% de taxes sur tous les produits qui viennent de Chine, vous êtes là, on va aller acheter en Chine. La Chine est moins chère. Quand la Chine met 40%, dis-moi comment ton business peut, toi qui es en Afrique, ton business peut être rentable. Tu as commencé à faire le business parce que tu pouvais aller acheter moins cher en Chine. Quand la Chine met 40%, est-ce que tu peux avoir la même rentabilité? Et en faisant ça, est-ce que tu peux développer ton pays comme ça? Parce que c'est ce que l'Europe a constaté que ils ont fait la grosse erreur d'aller mettre toutes les usines en Chine. Aujourd'hui, la Chine a l'expertise, la Chine a le savoir-faire, la Chine est sur le plan de l'innovation. La Chine produit, la Chine est excédentaire en termes de devises. C'est pour ça que la lecture de l'heure est en Europe, la lecture de l'heure est en Amérique. Et tu vois que ça fait monter beaucoup de tensions sur le plan social. Beaucoup de partis politiques maintenant, des extrêmes droites, ça monte de partout. Et les personnes qui sont visées aujourd'hui, c'est les étrangers. Ah oui, c'est la faute des étrangers. Si le pays va mal, c'est la faute des étrangers. Ah, si l'économie va mal, c'est parce que les États tels que donnent tout aux étrangers. Mais c'est ça qui monte en fait. À tort ou à raison, voilà les réalités. Voilà le Japon qui est là. Le Japon qui chasse les étrangers. Pourtant, au Japon, à ce que je sache, il n'y a pas autant d'étrangers. Mais eux, ils se sentent agressés. Mais la vérité aussi est que le Japon, c'est un pays qui est vieillissant. Il n'y a que des vieux. Comment est-ce qu'ils sont compétitifs? La réalité ici, c'est qu'en Europe aussi, c'est une vieille Europe. La population est vieillissante. La natalité ne suit pas. Comment est-ce qu'ils sont compétitifs? Comment est-ce qu'on pourra avoir la croissance? Voilà le chômage. Les gens ne sont même pas sûrs de pouvoir avoir le chômage. Les jeunes aujourd'hui qui ont 25, 30 ans ne sont pas sûrs d'avoir le chômage. Donc dans ça, il faut être wise. Il faut bien penser avant d'aller entreprendre. Donc entreprendre maintenant sur les valeurs réelles. Moi, c'est ce que je te dis. Allez faire l'agriculture. C'est investir, entreprendre sur des valeurs réelles. Quand je dis aller faire le poivre, le njansan, le bitakola, la kula kumnata, c'est des valeurs réelles en fait. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde virtuel, le monde des marchés. Je pourrais te dire aussi,
Ce qui n'est pas un conseil tel qu'un investissement, c'est mon expérience que je partage. Tu vois que je ne suis pas allé tel qu'entreprendre parce que j'ai vu une vidéo YouTube. J'ai continué à te dire, moi j'ai commencé bien avant les autres. Et tu vois, c'est pour ça que je parle de visionnaire. Et je donne ces grilles de lecture pour que tu comprennes que je ne suis pas allé entreprendre sur le coup de l'émotion. J'ai dit, je viens ici tel qu'apporter ma pierre à l'édifice pour mon pays. Je viens ici entreprendre parce que tel que je veux créer une vie qui m'inspire. Je voudrais laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Je sais que voyant la vie difficile, déjà depuis le pays, si je suis parti de mon pays, c'est parce que c'était déjà compliqué. Quand je viens ici, je viens avec ce mindset-là. Parce que comprendre ici que nous sommes dans la réalisation progressive de notre vie. L'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie. Mon idéal de vie, c'est de pouvoir mettre en sécurité ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Moi, le chemin que j'ai trouvé propice, c'est l'entrepreneuriat. J'ai compris qu'avec un salaire, ce n'est pas possible. Pour les raisons que je viens de t'expliquer là. Donc, ça demande de prendre le courage d'aller entreprendre. Parce qu'entreprendre ici, tu vois, c'est impacter la vie des autres. Lorsque je te propose le poivre, le jansan, le bitako, la l'huile de palme, tu échanges, je te donne le poivre, tu me donnes de l'argent. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Plus tu seras en train d'impacter les gens, plus tu vas gagner ton argent. Donc tu vois que si tu ne comptes que sur le salaire, une journée n'a que 24 heures. 24 heures, j'ai essayé tout ça. En 24 heures, tu peux faire quoi? Tu ne peux pas faire plus. Et c'est 24 heures pour ton patron, 24 heures pour toi, 24 heures pour le riche, 24 heures pour le pauvre. J'ai fait les heures supplémentaires, mon gars. Tu ne pourras pas t'enrichir les heures supplémentaires. Parce que comme ça vient aussi, c'est comme ça qu'on prend. Les taxes, les impôts prennent. Donc je viens te faire comprendre ici que tu ne pourras pas mettre ça dans l'or. L'or, c'est une valeur refuge aussi, oui. Tu mets dans l'or, mais il te faut de la liquidité. Les raisons qui expliquaient qu'il te faut payer le loyer, il te faut entreprendre, il te faut voyager, il te faut payer la santé, il te faut la liquidité. Beaucoup sont. Donc, ce que tu peux faire, c'est diversifier dans tes actifs. Et c'est pour ça que lorsque je te parle d'agriculture, je te parle de diversification. Parce que lorsque tu diversifies, tu ne tombes pas sur le coup que nos parents ont eu avec le café et le cacao et les VA. Que lorsque tu vas produire uniquement le cacao, tu n'es pas vraiment bénéficiaire. Alors que lorsque tu diversifies, avec même aujourd'hui le changement climatique, tu vois, le réchauffement climatique, lorsque tu es dans la diversification, s'il y a une culture qui est attaquée par le changement climatique, tu te rattrapes avec les autres cultures. C'est de la stratégie, les gars. Lorsque tu as une culture qui est attaquée par, je ne sais pas moi, par les attaques biochimiques, l'autre culture, tu retombes. Tu vois? Donc, c'est un système que tu dois faire où là-dessus, un circuit fermé, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, quand tu fais un système comme ça, tu te rassures que c'est toi qui mets dans le panier la ménagère. Pas d'intermédiaire. J'insiste, pas d'intermédiaire. Donc, tu vois que ça demande de la connaissance, et c'est un projet que tu peux commencer, tu vois. Ça peut s'étendre comme ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne coupes pas. Ta microferme, tu ne coupes pas. Tu mets puzzle par puzzle, mais c'est toi qui as la grande vision. Quand je dis que 100 000 euros, je ne dis pas de les pondre tout de suite. Mais tu mets puzzle par puzzle. Tu commences par la base vie. Tu mets la base vie. Tu commences d'abord par acheter les terres. Ou tu commences d'abord par te former. Parce qu'il faudrait avoir la vision de ce que tu veux faire. Te former. Te former sur l'ensemble des cultures que tu veux faire. J'ai dit sur un hectare, tu peux mettre 200 légumes et même 300 variétés de légumes. Mais tu te formes là-dessus. C'est pour ça que j'ai partagé ici avec toi. Si tu découvres la chaîne, parcours la chaîne. Je t'ai partagé plusieurs formations telles que sur les cultures, avec leur rentabilité. Tu fais. Parce que l'idée, c'est que tu aies une base vie, tu vives là-dedans, que c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère, que tu évites donc maintenant d'aller produire à plus de 200 km des points de vente. Le point de vente même peut être même dans ta ferme. Ou si tu vends même dans ta localité à pas plus de 20 km. Parce que tu vois, le coût aujourd'hui, qui est le coût de l'énergie, c'est trop cher. Le pétrole coûte trop cher. Le gaz coûte trop cher. L'électricité coûte cher. Donc, pour réduire ton coût de production, tu ne vas pas à plus de 50 ou 100 km. Parce que ça va impacter toi et tes bénéfices. Quand tu fais dans l'élevage, tes poules locales,
ton port que tu es là, tu te rassures que c'est toi qui abats ça. Tu te rassures que tout ce que tu produis, tu vois, comme on dit, rien ne se perd. Ça nourrit tes animaux. Les digestions de tes animaux vont enrichir le sol. Tu te rassures que là-dessus, tu as une formation aussi sur la transformation des ricodas, de tous ces produits-là. Parce qu'il faut tout, il faut transformer. Tu peux créer aussi un gîte où tu reçois les gens. Tu peux faire la confiture avec tous tes produits. L'imagination est sans limite, quoi. L'imagination est sans limite. Et chaque chose que je cite, c'est de l'argent que tu gagnes. C'est de l'argent. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser ça. Donc, tu vois, aujourd'hui que nous sommes dans l'ère de l'écologie, du respect de l'environnement, et tu entends l'écologe, tu entends on respecte ce que nous consommons, tu as l'écotourisme, tu as l'éco-habitat, tu vois, tout ça aujourd'hui, c'est des normes qui sont là et que tu te dois de respecter parce que la population est de plus en plus aujourd'hui avisée par rapport à tout ça. Et à chaque fois, c'est de l'argent que tu gagnes. Et c'est des niches comme ça d'enrichissement. Voilà comment, de façon pensée, tu peux monter un projet. Ne va plus te dire que suivre le slogan. Comment gagner, te dit que la tomate, comment gagner que 400 millions avec la tomate. Tu te casses la gueule. Parce que tu n'as pas intégré tout ça. La tomate, est-ce que tu as le contrôle sur les semences? Est-ce que tu as le contrôle sur le sol? Est-ce que tu as mis un système d'irrigation? Est-ce que la technicité entre faire la tomate sur 200 mètres carrés et faire la tomate sur 1 hectare, c'est 2 mondes. Est-ce qu'il y a le contrôle sur le marché? N'oublie pas que nous avons les produits qui sont périssables et que les marchés ne sont pas structurés. Nous n'avons pas les infrastructures, les routes ne sont pas bonnes. Lorsque tu vas au marché et que c'est saturé, tu fais comment? Ça se pense tout ça. Moi, c'est pour ça que tu me vois. Aujourd'hui, je peux te dire, avec ce que nous avons mis en place, je suis propriétaire de ce que nous avons produit. Et j'ai la certitude que je pourrais léguer ça à mes enfants, aux enfants de mes enfants, à ma famille. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Occident. Quand tu es à la maison aujourd'hui, rien ne te rassure que tu es tellement prélevé que ça ne t'appartient plus. Aujourd'hui, ils sont même en train de vouloir mettre des lois où on ne sera que propriétaire des murs. Où le terrain, tu vas le louer que pendant 99 ans. C'est toujours des façons de fonctionner. Donc voilà ce que je voulais partager ici. L'idée est ici de faire comprendre que ne sois pas la passif à subir ce qui arrive. L'idée ici, c'est de te faire comprendre que ne dis pas que tu ne savais pas. Subir, c'est un choix. Si tu décides que bon, les choses vont se faire, que c'est les politiciens qui vont changer ta vie, que c'est pas une décision politique que les choses vont se faire, ça c'est ton choix. Mais tu peux aussi prendre le choix et prendre la décision de te dire non. Tu es maître de ton destin, tu es maître de ta vie. Tu ne vas pas laisser que ton épargne être grignotée. Parce que ce que je te dis, tu peux regarder, tu te dis, ah mais Thierry, j'ai mon épargne. J'ai 5 000 euros en banque. J'ai 10 000 euros en banque. J'ai 20 000 euros en banque. Mais les 20 000 euros n'ont pas changé. Mais comment tu peux dire que c'est effondré? Non. Les 20 000 euros, les 5 000 euros s'effondrent. De manière insidieuse, tu ne sens pas. Mais c'est que tu sens, lorsque tu vas aller acheter les choses, 20 000 euros de 2024 et 20 000 euros de 2025, ce n'est plus le même montant. L'inflation a grignoté. Je ne sais pas si tu vois, 20 000 euros, c'est affiché dans ton compte, mais lorsque tu vas faire les achats, tu ne peux plus faire les achats de 20 000 euros comme en 2024. Tu perds en pouvoir d'achat. Donc, tu vas laisser ça en disant que bon, j'attends ma retraite. D'ici ta retraite, tu as perdu en pouvoir d'achat, en fait. C'est ce que je vais te faire comprendre. L'effet d'optique est que tu vois ton montant. Tu dis non, j'ai 30 000 euros dans mon compte, c'est mon épargne. Mais les 30 000 euros ont perdu en valeur. D'ici 20 ans, lorsque tu prendras les 30 000 euros, ça ne va rien valoir. C'est pour ça que les gens vont plutôt acheter de l'or, acheter de l'argent, parce que l'or, c'est une valeur refuge qui ne perd pas que lors de l'inflation. C'est pour ça qu'on va investir sur les valeurs tangibles. L'agriculture, l'élevage. Tu as des valeurs tangibles. Parce que la valeur tangible,
Moi, le poivre que tu vois là, le poivre que tu vois, l'huile de palme que je te montre là, le butacola, le ginseng, ce sont des valeurs que même si l'argent disparaît demain, ça ne change pas la valeur du poivre. Ça ne change pas la valeur de l'huile de palme. Ça ne change pas la valeur du ginseng. Ça ne change pas la valeur du butacola. Ça ne change pas la valeur du macabo, du taro, du manioc, du pitac, des produits agricoles en fait. Parce que c'est des valeurs réelles. Même si l'argent disparaît, et que demain on apporte, je ne sais pas, une autre monnaie, peu importe la monnaie, ça ne change pas la valeur de ces choses-là, en fait, de ce que je produis. Donc, c'est vers ces valeurs qu'on se doit d'aller. Alors que lorsque tu vas sur une crypto, en dehors du Bitcoin, parce que Satoshi Nakamoto, quand il créait le Bitcoin, ce n'était pas spéculatif. Mais les Bitcoins aujourd'hui, on te dit, viens donner ton argent, on te donne un Bitcoin, on te dit, ce Bitcoin-là coûte 1000 euros. La valeur se repose sur quoi? Sur rien en fait. C'est du virtuel. Or que les deux là, c'est des valeurs réelles. Et c'est vers là que je vais t'amener. Sur des valeurs réelles qui n'ont rien à voir avec l'argent. Rien à voir avec la monnaie. La monnaie peut disparaître. Mais on va continuer à manger le poivre. On va continuer à manger de l'huile. On va continuer à manger le betacola. On va continuer à manger le manioc, le macabo, l'igname, la banane plantain. Les avocats, les mangues, les mandarines, les clémentines, on va continuer à les consommer, même si l'argent disparaît demain. Est-ce que j'ai encore les gens? Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec moi? Est-ce que tu comprends le mindset du visionnaire? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas courir après l'argent. Il ne faut pas courir après l'argent, il faut courir après la valeur. Et c'est ça les valeurs. Hé le gars, est-ce que tu as compris? Que même si l'argent disparaît demain, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les crises que nous traversons, l'argent est en train de perdre, la monnaie est en train de perdre en valeur, en confiance. La monnaie perd en confiance, puisque la monnaie ne se repose sur rien. La monnaie, rappelle-toi l'histoire, 71, la monnaie ne se repose plus sur l'or. Les gens perdent la confiance. Oui, mais les gens ne perdent pas en confiance sur ça. Hein, mon gars? Les gens vont continuer à manger le poivre. Le poivre, c'est depuis plus de 25 000 ans. L'huile de palme, on va continuer à manger. Si on ne mange pas l'huile, vous imaginez nos traditions. Tu ne vas pas manger le coquille, tu ne vas pas manger le mitumba, tu ne vas pas manger le condé badara, tu ne vas pas manger la sauce graine, tu ne vas pas manger le tarou, le hachou, tu ne vas pas briser ton plantain avec l'huile de palme. L'industrie va se porter comment? On ne va pas faire la cosmétique. On ne va pas faire tous les produits alimentaires parce que c'est grâce à l'huile de palme. Les biocarburants, ça va se passer comment? Tu vois, on ne peut pas se passer de ça. Le butacola, mon gars, dis-moi, ton démarreur, tu peux te passer du démarreur. Tu peux te passer du butacola. Tu peux te passer du ginseng. Tu peux te passer du poivre.